Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'ai été témoin d'une panoplie d'histoires incroyables et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer la web-série Histoire d'hypercroissance pour partager ces histoires-là et surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. J'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir Michel Favuzzi, qui est un entrepreneur au service des gourmands passionnés. J'adore l'histoire de Michel. Pourquoi? Parce qu'il a su connecter avec ses origines italiennes en faisant de la fameuse huile d'olive protégée un produit ici qu'on connaît 20 ans plus tard. Donc aujourd'hui, Michel est à la tête d'une marque de fins produits italiens Favuzzi que j'adore et ça nous permet, nous, de découvrir tous ces bons produits-là de qualité. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, Michel Favuzzi. Merci. Hey, là, aujourd'hui, il faut que je t'explique. OK. Moi, je suis une fan finie de la marque Favuzzi. C'est vrai? OK? Oui. Et j'ai une armoire complète de tes sels, de tes huiles, de tout. Et quand vient des gens à la maison, tu connais-tu Favuzzi? Tu connais-tu Favuzzi? Alors, je leur donne tout ça. Alors, aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir l'homme derrière la marque, mais qui porte le nom Favuzzi également. Ouais. OK? Alors, l'intention aujourd'hui, c'est bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, j'aurais pas pu refuser l'invitation d'une fille de Beauceville. Oui, c'est ça. Exact. Parce que ta femme vient de Beauceville, puis on a découvert ça sur les réseaux. Tu es allé glisser à Beauceville, puis là, j'ai dit « Hey, je viens de Beauceville! » Tellement des bonnes personnes. Ben oui, exactement. Ben oui, beau sens de la communauté, les Beaucerons et tout. Et là, dans le fond, c'est ça. Et quand j'ai... Merci d'avoir accepté parce que dans les échanges courriels qu'on a fait avant que tu viennes ici, tu me dis « Hey, on me demande toujours de venir pour être comme le sommelier, parler des huiles d'olive, ces choses-là, mais rarement parler de moi. Ouais. » Mais là, aujourd'hui, je veux justement qu'on parle de Michel parce que Histoire d'hypercroissance, c'est pour faire briller les gens qui ont des parcours extraordinaires, pour en inspirer d'autres, pour que les gens puissent se retrouver là-dedans. Et j'adore ton histoire. Et là, j'aimerais ça que tu me racontes ton parcours. OK. En commençant par... L'enfance. Tu viens-tu de la Beauce, toi, ou tu viens de Beauce? Non, moi, je ne viens pas de la Beauce. Mes deux parents sont italiens, ils ont immigré ici. Moi, je suis né à Montréal, dans le quartier Saint-Michel, dans un quartier très multiethnique. OK. Fait que c'est de là que je viens, que je suis né. J'ai grandi, après ça, on est déménagé à Laval. Fait que ça, c'est le début du parcours, où ce que c'était Laval versus Saint-Michel, c'était pas multiethnique du tout. Fait que c'est la première fois que j'ai été confronté à ma différence par rapport aux autres. La culture, oui. Et donc, c'est ça. Donc, je viens de Montréal, j'ai grandi essentiellement à Laval. Puis là, tes parents, juste parce que, tu sais, moi, ma mère est italienne aussi. Tu savais-tu ça que ma mère est italienne? Fait que ma mère a immigré. En fait, moi, c'est ma grand-mère à l'époque qui a immigré. Ma mère a été adoptée par des gens de la Beauce. C'est pour ça qu'elle a... OK. Oui, c'est ça. Fait qu'elle a rencontré mon père qui venait de la Beauce et tout. Puis on a retrouvé ses parents plus tard, en 2000, en Italie. Puis on parlait pas un mot d'italien. Pour puis vrai? Okay. Oui. Ça, je savais pas ça. Okay. Ben oui. Fait que c'est ça, Beauce, Italie, là, je veux dire, on connecte, on connecte. Mais dans le fond, c'est ça. Mais quand on parle, tu sais, quand tu dis de déménager, est-ce que tes parents sont arrivés ici seuls ou tu avais de la famille ou... Ma mère, mon père et ma mère avaient les deux de la famille ici, frères et sœurs qui étaient établis. Et quand ils sont déménagés ici très jeunes, là, il y avait 18, 19 ans quand ils sont arrivés ici. Okay. Fait qu'ils sont partis pratiquement avec absolument rien, puis ils ont tout reconstruit. Ils ont tout reconstruit. Ouais. Et est-ce qu'ils ont fait, comme tout bon Italien qui arrive ici, est-ce qu'ils ont eu des commerces? Ils ont été dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon père a eu une brève expérience entrepreneuriale avec un garage de mécanique, mais ça a été très bref. Sinon, non, mon père était mécanicien chez Ford. Okay. Ma mère était couturière et ouvrière ou à la maison. Donc, c'était pas des entrepreneurs, mais ils m'ont inculqué des valeurs entrepreneuriales très fortes, tu sais, comme la débrouillardise, la rigueur, le sens de la famille. Tous des choses qui m'ont beaucoup servi et qui existent encore aujourd'hui chez Favuzzi. Oui, D'ailleurs, mon père s'est joint à l'entreprise par la suite. C'est moi qui ai parti de l'entreprise, mais mon père s'est joint à Favuzzi. Mon meilleur ami d'enfance travaille chez Favuzzi. Fait qu'il y a un esprit de famille très, très fort chez nous. Un esprit de famille qui vient souvent de l'enfance et tout ça. Et là, raconte-nous un peu ton parcours scolaire. Tu sais, comment ça a fonctionné? Tu as été étudiant en quoi? Je suis allé au HEC, j'ai étudié en marketing. Puis pour moi, essentiellement,
la business a commencé, l'idée de l'entreprise a commencé peut-être juste avant de rentrer à l'université. Puis pour moi, ça a commencé par un coup de fil de mon oncle en Italie, qui s'appelle Damiano. Et c'est à partir de là que tout s'est déclenché. Ma famille en Italie, c'était des oliviculteurs depuis des générations. Mais c'est un parcours, c'est une histoire qui est restée longtemps inconnue avec l'immigration de mes parents ici. Je savais que c'était présent dans l'histoire de ma famille, mais c'était pas omniprésent. Évidemment, à Montréal, il y a de la neige, il n'y a pas d'olivier. Fait que je savais que c'était là derrière, mais on n'en parlait pas tant que ça, jusqu'à temps que mon oncle nous appelle et me dise que l'huilerie coopérative de la ville de mon père, où tous les producteurs apportaient leurs olives pour produire de l'huile d'olive, et qui ensuite vendaient ça en gros aux producteurs du Nord, avaient décidé de s'affirmer et de créer leur propre marque d'huile d'olive, qui s'appelait la Goccia di Sole, qui veut dire goutte de soleil. Et non seulement ils avaient créé leur propre huile d'olive, ils venaient de recevoir un honneur très important de l'Union européenne, une dénomination d'origine protégée. Fait que ça veut dire que l'Union européenne reconnaissait que les olives qui poussent dans la région de mes parents avaient quelque chose de particulier, tellement particulier qu'il fallait protéger leur spécificité. Donc, l'huile qui vient de là, les olives, la transformation, l'embouteillage doit être fait dans cette petite région-là et est protégée par une dénomination d'origine protégée. Et moi, comme étudiant en quête d'identité, fils d'immigrant, quand tu te fais dire ça, c'est comme si soudainement, je me suis senti investi d'un appel. Tu sais, je me suis dit, OK, c'est pour ça que mes parents ont immigré au Canada, c'est que je dois poursuivre la tradition et l'école familiale de mes parents et faire connaître cette huile-là qui vient de ma famille en Italie. Je dois la faire connaître ici aux gens. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé, mon aventure entrepreneuriale, puis ça a commencé au HEC. Fait qu'en même temps que j'allais aux études, puis que je me spécialisais en marketing, j'ai commencé à développer l'idée de mon entreprise. Puis là, mais à ce moment-là, quand tu dis ton oncle t'a appelé pour expliquer ça, est-ce que lui avait l'intention, justement, de faire l'exportation des huiles à ce moment-là, ou c'est toi qui as vraiment une initiative? C'est vraiment moi. Mon oncle, lui, c'est un chef cuisinier. Ma famille a des terres, mais ils font pas de l'huile d'olive. Ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent, sont membres d'une coopérative. Donc, c'est pas des commerçants. Eux autres, ils apportent leur récolte à la coopérative transforme ça. Mais mon oncle a été derrière les membres de la coopérative qui ont encouragé l'organisation à s'équiper d'équipements plus modernes et à produire leur propre huile d'olive. Parce que je t'explique, ce qui arrive, c'est que c'est une histoire qui peut être un peu plus compliquée. Il faudrait avoir plus qu'une heure pour faire le podcast. Mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de compétitivité entre le nord et le sud de l'Italie. Et si on parle de l'huile d'olive, par exemple, c'est le nord de l'Italie, notamment la Toscane, qui s'est beaucoup fait connaître pour l'huile d'olive au niveau international, mais leur production est très, très petite. Fait que ce qu'ils font, c'est que souvent, des gros producteurs vont acheter de l'huile d'olive en gros de la Puglia, vont embouteiller ça avec le logo de la Toscane et vont exporter ça un peu partout dans le nord, un peu partout à travers la planète. Et Puglia, c'est la région d'où tu viens? Exactement, qui est le talon de la botte, qui est la plus grosse région agricole de l'Italie. Fait que c'est sûr que pour des producteurs du sud de l'Italie, ça vient toucher leur fierté. Fait que donc, mon oncle et d'autres producteurs de la zone, à travers la coopérative, ont beaucoup travaillé pour développer leur propre marque de commerce. Parce que jusqu'à-là, il n'y avait pas leur propre marque de commerce, ils vendaient juste en gros. Alors, mon oncle n'était pas un homme d'affaires, c'était un agriculteur. Mais c'était quelqu'un qui était, et qui l'est toujours, il est toujours vivant, très, très fier des spécificités de sa région. Et là, toi, tu dis, wow, là, je viens de trouver, tu sais, quand on dit marketing égale proposition de valeur unique, là, tu vois le filon, là, tu trouves ton X, là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, on fait expédier 48 bouteilles. On commence par ça. Puis, initialement, mon but, c'est de trouver un importateur. Très franchement, mon but, c'était de trouver un importateur d'abord. Mais au fur et à mesure que j'avance dans le projet, je tombe évidemment en amour avec le produit, puis avec le potentiel que ça représente. Et je commence à vendre ça à mes amis à l'école, à mes profs, à ma banque, à tout le monde. Finalement, je proposais mon huile d'olive, puis j'ai vendu mes 48 bouteilles
d'un seul coup. OK. Mais c'est comme une tablette de chocolat. Tout le monde t'encourage au début, puis tu achètes Oui, ton huile ça. d'olive. Fait que là, j'ai fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc, je demande à mon oncle de m'en expédier davantage. Il m'envoie 120 bouteilles. C'était l'équivalent. C'était un cost à peu près de 1 000 $. Puis pour un étudiant qui habite chez ses parents, 1 000 $, il fallait que je fasse de quoi avec ça. Et là, il faut se mettre fin des années 90. Le B2C, le e-commerce n'existe pas encore. Non. Mais c'était le modèle d'affaires que j'explorais à ce moment-là. Je me suis dit, au lieu de vendre en magasin, je pourrais vendre directement au consommateur. OK. Fait que j'ai développé un dépliant sur mon huile d'olive avec toutes les spécificités du produit, les arguments de vente. J'ai rajouté mon numéro de cellulaire, puis je me suis dit, un produit haut de gamme comme ça, plus dispendieux, c'est nécessairement des gens à revenus élevés qui peuvent s'acheter ça. Première erreur. Donc, je suis allé dans le quartier le plus aisé de Laval, qui s'appelait Laval-sur-le-Lac, puis je suis allé distribuer mes dépliants en espérant que j'allais recevoir plein de coups de fil de gens qui voulaient m'acheter de l'huile d'olive à la caisse. Et finalement, il n'y a absolument personne qui m'a appelé. Mes amis qui avaient déjà acheté de l'huile, ils n'étaient pas habitués, le monde, à acheter de l'huile d'olive haut de gamme à l'époque. Ils continuaient d'acheter de l'huile d'olive de masse, moins chère, et ils conservaient l'huile d'olive que je leur avais vendue pour des occasions spéciales. Fait qu'ils n'étaient pas prêts à me racheter d'autres huiles. OK. Fait que là, mes amis ne pouvaient plus m'acheter d'huile. Personne ne m'appelait dans mon initiative de B2C. Fait qu'il a fallu que j'aille voir des commerçants. Okay. Et là, ça me stressait beaucoup. Je ne savais pas comment m'y prendre, puis je ne savais pas comment les convaincre d'acheter une huile d'olive qui était 3 fois le prix de ce qu'ils vendaient habituellement. Oui. Donc, je me suis mis à la place d'un consommateur, puis je me suis inspiré beaucoup de la SAQ. Parce que, puis encore aujourd'hui, quand tu ne sais pas quoi acheter comme vin, bien souvent, tu t'arrêtes au prix, aux reconnaissances, au pointage qu'il va y avoir sur la bouteille. Les fameuses pastilles. Les fameuses pastilles. Puis ça donne que mon huile avait gagné des prix en Italie. Oui. Fait que je suis allé chez Bureau en gros, le meilleur ami du jeune entrepreneur. Je suis allé acheter des feuilles de papier, puis j'ai créé ma propre PLV, là, un publicité lieu de vente, là, un petit carton qui mettait en valeur le concours que lui, il avait gagné. OK. Et je me suis présenté à une fromagerie avec mon kit, mon huile, puis mon petit carton. Puis là, tout de suite, ils ont adoré l'huile d'olive, ils ont adoré le carton, ils m'ont tout de suite passé une commande de 2 caisses. Je fais « wow, c'est extraordinaire ». L'après-midi, je fais la même chose. Je m'en vais dans une autre fromagerie et là, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Okay. On m'accueille pas du tout avec un sourire. Au contraire, là, j'ai un baby face, j'ai 20 ans, le gars, il me regarde la tête aux pieds, puis il y a un autre représentant d'huile d'olive, d'une marque de très, très connue, qui est juste à côté de lui. Puis là, il dit « J'en veux pas de ton huile d'olive. Tu as l'air d'un peddler. » Je dis « Excusez, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, peddler? » Puis là, il dit, lui à côté, là, il me donne des billets de saison. Là. Pourquoi je t'achèterais de l'huile d'olive? Oh là 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 là. Fait que là, moi, je patine dans ma tête et la seule chose qui me vient en tête, je dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'en fin de semaine, je viens de faire une dégustation. Puis si ça fonctionne bien, ben vous achetez mon produit. Puis si ça fonctionne pas bien, ben vous le prenez pas. Okay. Il a dit, OK, parfait, c'est un deal. Fait que là, avec ma mère puis mes parents, acheter table, nappe, tablier. Et là, qu'est-ce qu'on devait... Tu sais, faire goûter de l'huile d'olive, c'était inhabituel à l'époque. Là. Oui. Okay? C'est dur à croire aujourd'hui, là, mais c'était complètement inhabituel. Et donc, il fallait trouver une façon de rendre ça intéressant. Fait que ma mère, elle m'a fait de la bruschetta pour faire goûter. Elle m'en a fait des milliers de fois après ça, évidemment, pour mes dégustations. Avec un petit four à pain, j'ai fait griller mes morceaux de pain. J'ai fait goûter la bruschetta avec de l'huile d'olive. Et ça a été un succès monstre. Wow! Et il n'a pas eu le choix d'acheter mon huile d'olive. En fait, même ce client-là est devenu un de mes meilleurs clients et on est devenu un de ses plus gros fournisseurs. Et on a développé une très belle relation ensemble et j'ai jamais eu à lui acheter de billets de saison. Oui. J'ai jamais eu à lui faire de cadeaux non plus. Parce que j'ai compris très vite à ce moment-là, puis ça m'a servi tout le long, que le client, c'est pas ça qu'il recherche. Il te fait peut-être comprendre que c'est ça qu'il veut, mais un cadeau, c'est très, très éphémère. Ce qu'il veut, c'est que tu apportes de la valeur à son entreprise. Puis en faisant la dégustation, j'ai créé un événement dans son magasin. Puis en parlant d'huile d'olive, j'ai aussi éduqué sa clientèle qui a compris qu'est-ce que le produit avait de différent, puis qui est revenu en magasin ensuite pour acheter soit mon produit ou soit d'autres de la compétition. Mais on a vraiment offert quelque chose que lui n'avait pas. Et ça m'est servi tout le long de mon parcours entrepreneurial. Encore aujourd'hui, c'est d'essayer de décoder qu'est-ce que veut notre client réellement. Puis nous, on en a deux. On a le détaillant qui est un peu l'intermédiaire, puis on a le consommateur final. Puis essayer de lui offrir de la valeur ajoutée.
Fait que ça a été une super de belle leçon. Fait que ça, c'est à peu près mes débuts. Ensuite... là, on est dans quelles années? Là? Ça fait combien d'années, ça? Ta première dégustation? Ça fait 20 ans. 20 ans? Ça fait 20 ans. C'est dur à croire aujourd'hui. Là, c'est passé tellement vite. Ben oui. Mais ça fait vraiment 20 ans. Là, j'avais un produit. J'ai parcouru le Québec avec ma voiture pour distribuer ce produit-là. À un moment donné, je ne suffisais plus à la demande d'aller chercher les commandes et faire les livraisons. Fait que j'ai engagé mon meilleur ami d'enfance. Fait que moi, je prenais les commandes du lundi au jeudi et lui faisait les livraisons le vendredi. OK. C'était ça le set. Puis il faisait les livraisons habillé en habit. Oui, pour donner une valeur ajoutée. Pour donner une valeur ajoutée, c'était tellement drôle. Oui. Et Simon, c'est Simon. Cet ami-là, il travaille encore avec moi aujourd'hui, 20 ans plus tard. Ah, génial. Fait que ça, c'est une belle histoire. Et donc, un seul produit, c'était pas suffisant. Les détaillants voulaient plus de produits, mais c'était aussi pour couvrir les coûts. Si je me rends à Québec juste pour une caisse d'huile d'olive, c'est pas très rentable. Fait qu'il me fallait d'autres produits. Fait que je me suis envolé pour l'Italie. Je me souviens, puis c'était le 11 octobre 2001. C'était un mois après l'écrasement des tours. Et là, mon oncle et des membres de la coopérative m'ont mis en contact avec d'autres manufacturiers qui faisaient d'autres produits intéressants. Et j'ai commencé à élargir ma gamme. OK. Donc, j'ai commencé à importer du mou de raisin, de l'huile d'olive au citron, d'autres spécialités italiennes. Ici aussi, en Amérique, j'ai commencé à participer à des foires internationales, à San Francisco, à New York, en Italie également, pour ajouter d'autres produits à mon arc. Fait que c'était pas essentiellement des produits italiens, c'était des produits fins d'un peu partout, de différents artisans. Et tranquillement, je me suis confronté à d'autres entreprises comme la mienne qui pointaient sur des produits de qualité. Donc, on était 4 ou 5 joueurs à l'époque et ça pouvait arriver qu'on était en compétition pour le même producteur. Mais moi, j'étais un étudiant qui habitait chez ses parents. Mon entreprise était dans ma chambre. Oui. Mon entrepôt, c'était le garage. Oui. Fait que mes parents avaient un semi-détaché en banlieue avec un garage en pente. Oui. Fait qu'il fallait que je reçoive illégalement des 53 pieds dans mon quartier puis que je fasse descendre des palettes dans le garage. Et il fallait que je convainque ces entreprises-là ce serait préférable pour eux de travailler avec moi au lieu de travailler avec le compétiteur qui était déjà beaucoup plus établi. Oui. Et les premières années de mon entreprise, ma principale source de motivation, quand je regarde maintenant avec le passé, c'était peut-être ça, c'était mes compétiteurs, en quelque sorte. C'est eux qui me poussaient à aller vers l'avant. Puis si je devais résumer mes 10 premières années là, jusqu'à temps d'avoir mes enfants, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que comme on dit en anglais, I outworked everyone. Mon but, c'était vraiment de travailler le plus fort possible, faire des dégustations, me déplacer, aller voir le maximum de clients. Puis je travaillais 80-100 heures semaine, ce qui n'est pas sain du tout, là. Mais tu peux te le permettre quand tu es dans la vingtaine. Oui. Et de vraiment essayer d'offrir le plus possible à mes clients, toujours plus que la compétition. Oui. Je me souviens même avoir pensé le vendredi, samedi ou dimanche soir, quand j'étais en train de travailler, c'est bon, je suis sûr que mon compétiteur présentement est en train d'avoir un souper avec ses chums pendant que moi je suis en train de travailler. Fait que ça a été essentiellement ma stratégie. Puis c'est comme ça que j'ai construit les bases de mon entreprise, mon réseau de distribution. Ça a été vraiment le début. Mais c'était quoi la motivation derrière ça? Tu sais, oui, tu dis que tu veux bypasser les compétences, mais tu sais, je reviens à Michel, là. Tu sais, qu'est-ce qui, tu sais, cette drive-là, d'où elle vient? C'est une bonne question. D'où elle vient, cette drive-là? C'est assez exceptionnel, il faut le faire, là, tu sais. Bien, tu sais, c'est tellement d'éléments. Je ne peux pas résumer ça à un seul élément. Il y avait cette quête-là aussi de dire, OK, j'ai une responsabilité. Parce que cette huile-là vient de ma famille en Italie. Donc, j'ai cette responsabilité. Tu étais en mission, là. Exactement. Vraiment, la raison d'être, là, tu gardes. Moi, là, je suis en mission, là, puis je vais faire valoir ce que ma famille... Exactement. OK. Ensuite, il y avait aussi, il ne faut pas le nier, peut-être beaucoup d'orgueil. OK? Ça peut aller loin, l'orgueil, dans le sens que j'étais jeune, fait que j'étais vu de haut par la plupart des entreprises, par la plupart des clients même. Quand j'allais dans des foires, personne ne pouvait croire que c'était mon entreprise. Ils pensaient que c'était l'entreprise de mon père. Fait qu'il y avait cette rage-là de prouver que j'étais capable aussi de construire une entreprise de distribution. Oui. Je peux pas nier que ça a beaucoup joué aussi dans... Le côté un peu compétitif, là, dire du gars, je vais vous le prouver. Mais moi, j'ai vécu la même chose avec Gazelle. Hein. Moi, quand j'ai commencé comme coach,
J'étais la plus jeune. Tu sais, c'était tous des coachs américains. Been there, done that. Ils ont tous vendu leur entreprise. Moi, je suis une coach de carrière. Fait que je me rappelle, la première fois que je suis arrivée là, j'étais la plus jeune. J'étais une femme. Ouais. Puis j'étais francophone. Fait que je me rappelle, j'avais posé une question et pas personne qui m'avait parlé. Ça m'avait tellement choquée. C'est ça. Je me rappelle, j'avais écrit dans mon livre, j'ai dit, dans 10 ans, là, je vais toutes vous avoir, mais tu sais, j'étais pour dire, je vais être reconnue comme la coach francophone. J'ai tellement travaillé. Mais c'est exactement ça. C'est un peu, je comprends ce que tu dis. Je comprends tout à fait ton émotion parce que c'est ça qui me drivait. Oui, exactement. C'est ça qui me drivait. Mais on peut pas tout le temps faire des cycles comme ça. Malheureusement, c'est que, tu sais, à un certain moment... Mon entreprise a commencé à s'étendre, mon réseau de distribution, mon offre de produits, on a commencé à croître. On a commencé à être un joueur important dans cette niche-là de produits spécialisés, tellement que je portais plus attention aux compétiteurs. C'était plus des compétiteurs. Ah, okay. Tu comprends? Oui. Fait que c'était plus un sujet de conversation dans l'entreprise. Hey, il faut faire... Tu sais, les autres font ça, nous autres, on fait ci. Il n'y avait plus de comparaison. Et parce que tu avais tellement pris d'avance. J'avais pris de l'avance. J'avais atteint aussi certains objectifs financiers que je m'étais mis. Puis finalement, une fois que tu réalises, ben, tu réalises aussi que rien change finalement. Oui. OK? Et là, finalement, j'ai perdu un peu de motivation par rapport à ça parce que je m'attachais à être meilleur que la compétition. Puis la drive venait de là. Exactement. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé ce que j'appelle ma thérapie entrepreneuriale. Tu sais. Puis c'est là que je t'ai découvert aussi à travers Scaling Up. C'est là que j'ai rejoint le groupement des chefs d'entreprise. Il fallait que je m'accroche à d'autres choses parce que je ne pouvais plus m'accrocher à ça. Ça a été un parcours très, très intéressant, très difficile aussi parce que tu te demandes pourquoi tu fais ça finalement. Fait que je me souviens que cette période-là a été très difficile. J'ai lu pratiquement tous les livres de business que j'avais pas lus depuis l'université. Je suis retourné au HSC prendre des cours. J'essayais vraiment de me raccrocher à quelque chose d'autre qui valait la peine. En fait, la façon dont je le vois, là, c'est que c'est comme si tu avais travaillé très, très fort avec un premier BHAG. Tu sais, ton premier but hautement audacieux de dire, regarde-moi, là, je vais aller conquérir le marché de distribution pour des produits spécialisés, je m'en vais là. Mais là, tu fais check. Ouais. Là, après ça, what's next? Exactement. What's next? Hein? C'est un peu ça, là. Oui. OK. Puis je me souviens avoir acheté de t'avoir commandé le livre Scaling Up en français, de m'être enfermé pendant... Une semaine, on ferme tout le temps le bureau anciennement, entre Noël et Jour de l'An. Je me suis enfermé pendant une semaine, je pense que c'était en 2015, de 7 h le matin à 10-11 h le soir, seul, pendant 7 jours, à dévorer le livre. Oui. Et ça a été la pire chose que je pouvais pas faire. Parce que là, tu avais trop d'idées, probablement. Trop d'idées, puis aussi, ce que tu te rends compte, c'est quand tu fais le chart d'imputabilité au début, là. Oui. Puis là, de réaliser que ton nom, il revient tout le temps. Puis que j'avais une équipe extraordinaire autour de moi, mais que c'était surtout des excellents soldats, mais que finalement, tout dépendait de moi. Puis que ça, c'était absolument pas sain. Fait que je me suis dit, aïe, j'ai construit quelque chose qui dépend à 100% de moi. C'est pas vraiment une réussite, finalement, quand on y pense, parce que si on m'enlève de l'équation, tout s'écroule. Et là, je me suis engagé, j'ai pris une décision, j'ai engagé un directeur général pour s'occuper des opérations pendant 2 ans. Et à ce moment-là, moi, je me suis vraiment concentré sur la stratégie. Puis j'ai complètement changé mon thinking à partir de là. Ouais. Puis est-ce que c'est pendant ces 2 ans-là que la marque est arrivée? Exactement. OK. La marque est arrivée là. Il faut dire que la marque est née quand même il y a plusieurs années. Elle est née en 2011. OK. Puis c'était une erreur de parcours. Moi, j'ai jamais voulu partir de marque Favouti. En fait, je voulais même pas que mon entreprise s'appelle Favouti. Okay? C'est quand j'avais engagé un comptable à l'époque pour nous enregistrer. Puis c'était un autre nom complètement. Ce nom-là, il était trop utilisé. Fait qu'il est arrivé puis il a dit hey, « Michel, j'ai enregistré ton entreprise, mais le nom que tu voulais, il n'était pas disponible. Fait que je l'ai appelé Favouti International Inc. » Fait OK. OK, that's it. C'est fait. C'est ça, c'est fait, tu sais. OK, c'est parce qu'on m'avait tout le temps dit de ne pas mettre ton nom comme nom d'entreprise. Je me suis retrouvé avec ça. Puis en 2011, ce qui est arrivé, c'est que j'importais, moi, de la sauce tomate des Abruzzes d'un petit producteur. Puis je voulais faire une modification à la recette. OK. Et lui, il m'a dit, écoute, cette recette-là et ce pot-là, je le vends déjà à quelqu'un en Suisse puis en Australie. Il dit, si tu veux ta propre recette que je trouve extraordinaire, les modifications que tu veux faire, crée ta propre marque. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'était tellement pas l'objectif que mon logo, je l'ai mis en tout petit.
cachée sur l'étiquette pour pas qu'on se rende compte que c'était la marque Favouti. Parce que je voulais pas la mettre devant, mais parce qu'il y avait un autre élément aussi qui jouait contre moi, c'est que mes magasins, à l'époque, je vendais seulement à des magasins indépendants, ils ne voyaient pas ça d'un bon œil qu'un importateur importe un produit de l'Italie puis mette son nom dessus. C'était correct d'importer une marque italienne de l'Italie, mais c'était pas bien vu que l'importateur lui-même se mette de l'avant. Fait que mon but, moi, c'était de mettre de l'avant mes artisans, c'était pas de mettre de l'avant Favouti. Fait que j'ai créé un produit où on ne voit pas ma marque. Et à travers les années, j'ai rencontré d'autres artisans exceptionnels en Italie parce que ce qu'il faut dire aussi, là, c'est que les bons artisans, là, ils n'ont pas un site Internet puis tu ne les trouves pas en faisant un petit Google Research. Un petit Google, OK? Fait qu'ils sont souvent cachés et c'est des entrepreneurs très focusés qui font zéro marketing et donc leur branding ou leur packaging est souvent pas très intéressant. C'est pas la priorité, c'est probablement la qualité du produit. Exactement. Fait que je trouvais d'autres produits intéressants, puis souvent, je les importais pas parce que je savais que personne allait les acheter. Oui. Fait que tranquillement, j'ai converti ces produits-là en produits Favouti, mais chaque packaging était différent. Fait que tu rentrais dans un magasin, tu pouvais pas savoir que la canne de tomate, l'huile d'olive puis la sauce tomate, c'était la marque Favouti parce que le packaging était différent. C'était juste écrit en petit que c'était Favouti. Puis tout ça, c'était pour pas déranger nos détaillants et pour pas trop se mettre de l'avant. OK. Jusqu'à temps que ça devienne un problème parce que les gens aimaient ces produits-là, les recherchaient, puis il n'y avait pas aucun point d'identification pour les retrouver. Exact. Mais là, avant, là tu as passé vite sur quelque chose, puis là, ça me trotte dans la tête. Là. Quand tu as dit « je voulais faire modifier la recette », ça, c'est toi, là, tout seul, là, qui décide de modifier la recette? Comment ça marche? Là? Pas mal. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, les produits Favouti, c'est pas mal mon bébé. Comment ça marche? Bien, nous, ce qu'on fait, là, c'est essentiellement, c'est de ramener... Es-tu déjà allé en Italie? Oui. OK. J'imagine que tu as déjà eu l'occasion de manger dans un restaurant puis avoir la mer. Puis sûrement que ce restaurant-là n'était pas dans une ville touristique, c'était probablement non, exactement. OK? Oui. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est ramener les gens à cette expérience-là. Puis s'ils sont jamais allés en Italie puis n'ont jamais vécu ça, de vraiment manger de la vraie bouffe italienne, c'est qu'on veut les ramener à cette expérience-là le plus possible. En même temps, c'est quelque chose de tout à fait personnel, vivre cette expérience-là. Oui. Fait que Favouti prétend pas qu'on a le produit italien parce que d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, les goûts changent. Oui. Mais j'avais ce que moi, ma propre vision de qu'est-ce que devait goûter une sauce tomate par rapport à l'histoire de ma famille, par rapport à tout ce que j'ai vu. Je voulais modifier la recette pour qu'elle ressemble à quelque chose en particulier. Je voulais que ça soit meilleur que la sauce à ma mère, tu sais. Okay. Ça, pour moi, c'était mon standard. Là. Puis ta mère, elle devait être bonne, right? Hein? C'est toujours la meilleure. Ouais, c'est la meilleure. Et est-ce que par curiosité, tes parents ont-tu participé à tous ces goûts-là? Puis ces trucs-là? Oui, mes parents absolument participent. La gang aussi au bureau participe. Ça soulève les passions, évidemment, parce qu'on a tout le monde a sa perspective aussi, puis c'est ça qui est super intéressant. Okay. Fait que non, absolument. Puis ma mère, aujourd'hui, ne fait plus sa sauce tomate. Ben écoute, comme moi, là, moi, c'est juste, moi, je suis vendue exactement, puis je le vois la différence tellement. Mais alors là, toi, fait que là, tu découvres, fait que là, Favouti étant petit, mais tu sais, en même temps, là, tu as toujours cette intention-là de dire, on va faire quelque chose. Fait que là, toi, tu es vraiment dans quelque chose de niché, de qualité, de faire vivre. Et là, il y a quelque chose qui arrive, là, parce que là, comme tu dis, il y a 3 produits, mais là, il faut créer une cohérence là-dedans. Exactement. Est-ce que c'est à ce moment-là que LG2 embarque? Exactement. Donc, c'était en 2017. Là, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. On a beaucoup de produits. Personne ne connaît Favouti, on n'a pas de notoriété, mais les ventes sont bonnes. Les gens les achètent, mais les gens ne les reconnaissent pas. Oui. Et c'est le moment de s'affirmer. C'est le moment de se mettre de l'avant. C'est le moment de plus se préoccuper de ceux qui disent « on ne veut pas te voir, on veut que tu restes caché », puis de se concentrer sur c'est qui le client. C'est qui celui qui sort l'argent de ses poches pour s'acheter un produit puis pour l'utiliser. C'est lui le vrai client. Exact. Souvent, malheureusement,
les voix t'entends des voix à droite et à gauche de gens qui finalement essayent de protéger leurs intérêts. Oui. Et si tu écoutes trop ces gens-là, ben, tu ne te concentres pas sur c'est qui vraiment ton client cible. Oui. Fait que là, on prend conscience de c'est qui notre client cible, on commence à le définir, on commence à comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, puis là, on décide, OK, là, il faut qu'on fasse un rebranding pour notre client, pour qu'il soit capable de nous retrouver plus facilement. Et là, commence le processus avec LG2, qui a été un processus très intéressant parce que tout ce qu'on sentait instinctivement à propos de notre marque, là, finalement, on peut le mettre dans des mots, puis on peut le mettre sur un packaging. Oui. Et on peut le dévoiler au monde. Oui. Fait que, ça a été une décision très, très importante. Mais importante, mais comment tu l'as vécu? Ben oui, c'est ça, mais très challengeant aussi dans ton... Parce que, tu sais, depuis que je te connais, il y a toujours beaucoup d'humilité dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tu as cette drive-là, mais tu sais, l'important, c'est de faire briller les produits. Hein? Ouais. Ça a toujours été ça, ton mindset, là, tu sais. Alors, puis là, en plus, tu voulais pas ton nom au début, puis là, finalement, tu décides de choisir ce nom-là. Fait que, explique-moi donc un peu qu'est-ce qui se passe. Ben, je l'ai fait dans cet esprit-là. C'est qu'en fait, j'ai arrêté de me concentrer sur l'impact que ça avait sur moi personnellement, puis j'ai commencé à me concentrer sur l'impact que ça avait sur le consommateur, celui qui allait acheter le produit, puis sur nos artisans. Et que finalement, Favouti pouvait être une valeur ajoutée, un outil de propulsion pour les artisans, mais aussi pour la catégorie des produits italiens fins. Oui. J'avais une responsabilité aussi par rapport à ça. Fait que j'ai laissé tomber ce côté-là. Oui. Mais même aujourd'hui, tu sais, quand je regarde la marque Favouti, je vois pas nécessairement mon nom, tu sais. Tu as réussi à te détacher. J'ai réussi à me détacher. De détacher de ça, oui. Ça devient une identité en soi pour répondre aux besoins des consommateurs. Puis il y a un point important que tu soulèves, puis là, je me mets dans la tête des entrepreneurs, puis que je pense que toi, tu as réellement bien compris, puis que c'est important pour nos auditeurs de comprendre, c'est que ça fait plusieurs fois que tu le dis, tu te mets toujours dans la peau du consommateur. Puis même si tu es dans un modèle d'affaires de B2C que tu vends à des détaillants, bien, au détaillant, c'est toujours bien un humain qui va l'acheter, ta sauce tomate. Là. Fait que ça, c'est un travail que tu as fait vraiment religieusement. Absolument. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à le comprendre parce que je me concentrais vraiment sur le détaillant au départ parce qu'évidemment, c'est avec lui que je fais la transaction. Oui. Je n'interagis pas avec le consommateur final. Oui. Mais c'est ça comme entrepreneur qu'il faut faire. Il faut vraiment s'arrêter à comprendre c'est qui l'utilisateur final du produit. Oui. Fait que finalement, le détaillant et moi-même, on a la même mission. Oui. Et il faut s'occuper de cette personne-là et il faut lui donner quelque chose qui lui apporte la valeur. Oui. Fait que oui, ça, c'est un processus qui a été compliqué. C'est organique, ça prend du temps pour s'en rendre compte. Mais souvent, en effet, comme entrepreneur, on pense juste à la personne avec qui on fait la transaction. En pensant que je vais faire une promesse. Je vais te livrer à temps. Tu sais, mettons, c'est ça. Je vais te livrer à temps, j'aurai pas de back-order. Tu sais. Mais tu n'es pas distinctif du tout. Mais là, si tu y amènes quelque chose d'unique, mais en même temps, je veux comprendre aussi l'évolution du modèle d'affaires dans cette phase-là où avant, tu étais plus chez des artisans. Ouais. Tu sais, tu as même été, je me rappelle, tu sais, comme sommelier en huile d'olive. C'est comme ça qu'on le dit, sommelier. Tu sais, tu as vraiment été pour faire des dégustations d'huile d'olive. Tu avais tes dépliants qui sortaient. Et là, tu t'en vas, tu sais, si tu es dans le détaillant, bien là, tu peux avoir toutes les épiceries, là, théoriquement, là, tu sais. Fait que ça a-tu été un autre obstacle aussi, d'être plus grand volume? On a toujours conservé la même identité. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a continué d'avoir du succès autant dans les magasins indépendants qu'en bannière. Là, tu fais référence au fait qu'on est rentré dans les plus grandes surfaces avec nos produits. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, quelque part, quand tu es très, très niché, puis là, l'artisan est content, la fromagerie est content d'avoir les produits, tu sais, tous tes produits-là, mais que finalement, je le retrouve à l'épicerie, le sel, par exemple. Là, absolument. Ça, c'est une des décisions d'affaires les plus difficiles que j'ai eu à prendre et pour lesquelles j'ai eu beaucoup de nuits blanches. En 2014, on a commencé à se faire approcher par les bannières. Donc, par deux groupes en particulier, pour pas les nommer, IGA et Métro, qui, eux aussi, cherchaient à se distinguer par rapport à d'autres groupes qui misaient beaucoup sur les prix, qu'on appelle les box stores en anglais. Et eux avaient de plus en plus de demandes de leurs consommateurs pour retrouver des produits haut de gamme, notamment des huiles et des vinaigres. Oui. Fait que là, ces deux bannières-là nous ont approchés. Nous, on avait une offre de produits qui était très, très large. Pas juste nous, mais tous nos compétiteurs. Et nous ont beaucoup encouragés à vendre chez eux. Okay. Et ça, évidemment, c'est une très grosse décision parce qu'on le sait qu'en allant là, j'allais probablement frustrer beaucoup de clients indépendants qui, eux,
Ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir une offre de produits qui est complètement distinctive. Et exclusive, probablement. Et exclusive. Oui. Par contre, en me concentrant sur le consommateur final, j'ai compris que notre client clé, que nous, on appelle affectueusement le gourmand passionné, OK. il se divise en 2 groupes. Il se divise dans le groupe qui cherche l'expérience, le contact humain, l'information. Puis lui, il va vraiment privilégier aller dans des magasins indépendants, puis aller chez son boucher, puis aller dans la fromagerie. Mais il y a l'autre groupe dont je faisais maintenant partie avec mes enfants, qui cherchait la commodité. C'est-à-dire, malheureusement, ce groupe-là valorise autant des produits fins. Malheureusement, il n'y a pas le temps. Là. Il ne peut pas commencer le samedi à aller se promener à droite et à gauche. Dans ce groupe-là, exactement. Fait qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment 2 groupes. Et quand on a pris la décision, c'est qu'on était tout à fait confiant que, en allant chercher les bannières, on n'allait pas nuire aux épiceries fines. OK. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Parce que nos ventes ont continué de croître au niveau des magasins indépendants et je suis allé chercher des parts de marché exceptionnelles avec les bannières qu'on n'avait pas. OK. Évidemment, ça a frustré beaucoup de magasins indépendants. La plupart, maintenant, ne m'en tiennent plus rigueur parce qu'ils ont vu qu'on a gardé notre standard de qualité. Oui. Ça n'a jamais baissé. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bannières, s'ils sont venus nous voir, c'est à cause de ça. Exact. Fait que là, je ne vais pas commencer à baisser mes standards. Notre but, c'est vraiment de répondre à ces besoins-là, aux besoins de ce client-là particulier, qui est peut-être 10% du client qui va en bannière, mais qui est excessivement important pour eux, parce que c'est des gens qui ont des beaux paniers d'épicerie. Fait que ma job, moi, c'est de me concentrer sur eux. Oui. Ma job, c'est pas d'essayer de répondre ou de prendre la place d'un autre joueur qui joue dans la catégorie des produits italiens, puis qui est déjà établi depuis longtemps. Oui. Fait que j'ai la responsabilité de venir bonifier l'offre qui est déjà disponible. Oui. C'est ça notre mission. Wow. Puis là, dans le fond, fait que, tu sais, mais c'est bien parce que tu as tellement connecté sur ton client cible, tu le connais tellement bien que ça te permet de voir au-delà des décisions d'affaires qui pourraient tout être des bloquants, puis de dire, ben j'y vais pas pour conserver mes relations, mais ci, mais ça. Donc là, tu es vraiment focusé. Et est-ce que ça t'a donné ta drive de ton... Parce que tu as parlé d'un premier 10 ans où tu faisais tout. Ça est comme un peu... c'est-tu ton... Tu sais, mettons, comment t'expliques ce deuxième 10 ans-là? C'est-tu pas mal ça qui s'est passé, cette évolution-là? Oui et non. Ce qui a changé, en fait, c'est que je suis quelqu'un qui a quand même toujours eu de la difficulté avec le concept d'objectif numérique ou de raison d'être. OK? Et parce que je me suis rendu compte que les KPI, c'est important. Don't get me wrong, les KPI, c'est important, ça permet de suivre la progression. Mais des fois, de setter des objectifs numériques, on réalise souvent que quand on les atteint, on ne sent pas nécessairement la satisfaction qu'on pensait ressentir. Oui. Et je savais que ça allait me suivre toute ma vie, puis c'est la même chose pour tout le monde. Fait que j'ai changé pour une attitude où je vise plus la croissance continue, l'amélioration continue. Oui. Fait que j'ai vraiment shifté autant personnellement que pour mon entreprise à me concentrer à comment est-ce qu'on peut être meilleur aujourd'hui qu'on l'était demain. Hier, excuse-moi. Hier pour demain. Exactement, pour demain. Exact. Ça, c'est infini. Tu peux jamais arrêter. Tu n'atteindras jamais ça. Fait que je me suis vraiment plus accroché à ça depuis les 10 dernières années et encore aujourd'hui. C'est tout le temps de me concentrer sur comment je peux être une meilleure entreprise aujourd'hui que je l'étais hier. Oui. Et quand tu fais ça, ben, tu t'accroches plus à la compétition parce que tu regardes ce que toi, tu es en train de faire et tu te concentres sur ton consommateur final. Tout le temps. C'est lui, ton phare, qui dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur? Et c'est ça qui a changé finalement dans la deuxième phase. Mais là, je trouve que c'est vraiment pertinent ce que tu amènes là parce que quand on parle d'hypercroissance, puis c'est un peu ça, la raison d'être de ce podcast-là, c'est de dire l'hypercroissance, c'est pas de fixer un objectif puis de devenir le plus gros au monde. Exact. Pas du tout. Mais de toujours aller... Tu sais, l'hypercroissance, c'est d'aller chercher ce que tu peux toujours faire de mieux, puis l'améliorer continuellement, puis être en quête d'offrir quelque chose de wow. Exactement. Tu sais, puis de là, les résultats vont suivre. Tu sais, puis on dit tout le temps, tu sais, Simon Sinek dit « Operate with purpose », tu sais, « What is your contribution and your impact ». Mais toi, de dire « Je vais tellement être sur mon X », puis vraiment cette quête-là d'offrir ce qu'il y a de mieux, nécessairement, le reste va suivre, tu sais. Puis ça, je pense... Tu sens-tu qu'il y a eu un changement
moment aussi dans les entrepreneurs qui t'entourent, tu sais, de vivre un petit peu plus comme ça que d'être juste drivé par les chiffres? Bien évidemment, les entrepreneurs qui, moi, m'inspirent, les entreprises qui, moi, m'inspirent, oui. Fait que j'ai comme l'impression que oui, parce que... Oui, on s'entoure de ce qu'on veut. On s'entoure de ce qu'on veut. Oui. Fait que j'ai cette impression-là, puis je pense pas qu'il y a moyen... On peut pas vraiment voir les choses autrement. Tu sais, je me souviens avoir été très stressé pendant longtemps à trouver une raison d'être inspirationnelle. Tu sais, comme... il y a des entreprises qui ont des missions, là, comme, tu sais, on va aller sur Mars ou, tu sais, des affaires extrêmement puissantes. Écoute, on ne sait même pas pourquoi on existe, finalement, comme être humain. Fait que des fois, de s'accrocher à des choses qui sont aussi grandes que ça peut être intimidant. Ouais. Alors que quand on se concentre juste à être meilleur et devenir une meilleure version de soi-même et faire la même chose avec son organisation, je trouve que ça nous ground pas mal plus. Mais c'est-tu le flash que j'ai? Tu voulais rendre honneur aux artisans qui font ce qu'ils font de manière exceptionnelle et très bien, puis c'est travaillé depuis des années. Mais je trouve que tu es comme ça aussi dans ton entreprise. Tu sais, l'évolution que tu veux y donner, dans le sens que tu veux être... Puis là, je veux dire, tu es rendu une grande entreprise, mais tu veux toujours rester à l'affût de cette connexion-là, dans le fond. Tu veux jamais... Fait que, tu sais, je trouve que, tu sais, il y a comme une corrélation de tes origines à ce que tu fais aujourd'hui, de revenir groundé, puis de dire, on va faire ce qu'on fait, on va le faire au meilleur. C'est ça. Tu sais, la base n'a jamais changé. Tout le temps été là, Exact. Puis là, raconte-moi. Moi, j'adore à toutes les fois que tu vas en Italie avec ton père, puis là, je vois des photos quand vous êtes en vélo. Alors là, la recherche et développement, la conquête de ces artisans-là, comment tu t'y prends? Parce que tu es quand même beaucoup dans l'innovation, tu sais, justement, de cette quête-là. Fait que raconte-moi un peu ce volet-là. Écoute, ça, c'est le plus beau côté du métier. C'est de dénicher, d'essayer de trouver la perle rare que personne n'a découvert encore. Tu sais. Oui. Parce que l'Italie est connue pour sa gastronomie, évidemment, au niveau international, et il y a des centaines de milliers d'entreprises qui sont dans ce secteur d'activité-là. Et il y a déjà beaucoup de produits italiens sur le marché. Fait que d'être capable de trouver l'artisan qui fait le produit que tu sais que personne n'importe encore. Ou il y en a qui l'importent, mais pas à ce niveau-là de qualité ou de goût. Ça, c'est le bout le plus fun. C'est pas facile. Comme j'ai dit, la plupart des artisans, ils n'ont pas un site web, là. Ou il y en a un, mais il n'a pas été renouvelé depuis 2001. Puis quand tu le regardes, tu n'as vraiment pas du tout le goût de faire affaire avec eux. Fait que ça se passe souvent à travers les contacts qu'on a déjà, avec les manufacturiers avec qui on travaille déjà, qui nous font confiance puis qui nous mettent en relation avec d'autres gens comme eux. Dans leur Parce qu'eux s'associent aussi à d'autres manufacturiers qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Fait qu'ils vont me mettre en contact avec ces gens-là. C'est souvent par là que ça passe. OK. Et là, tu t'en vas comme combien de fois par année en Italie? Écoute, avant, j'y allais plusieurs fois. Là, je pouvais aller en Europe 4-5 fois par année. Maintenant, je suis entouré. J'ai des gens dans mon équipe qui y vont aussi à ma place. Fait que là, avec la COVID... On n'est pas allé beaucoup. C'était la première fois que j'y allais avec mon père. Les photos que tu as vues au mois d'août, c'était la première fois en 2 ans que je retournais en Italie. Puis ça a été une expérience extraordinaire. Fait qu'écoute, au moins, je te dirais 1 à 2 fois par année, moi personnellement. Sinon, il y a des membres de mon équipe aussi qui vont y aller autant de fois. Ah, génial. Puis là, aujourd'hui, là, on parle d'acquisition, on parle de, tu sais, explique-nous un peu ta structure, tu sais, comment ça fonctionne. T'es rendu où? C'est quoi ta vision? OK. Alors, notre mission, c'est de bonifier l'offre. OK? Donc, c'est d'arriver avec des produits à valeur ajoutée, mais c'est aussi de s'assurer qu'ils soient disponibles au moment où notre client cible, qui est le gourmand passionné, le cherche. Oui. OK? Donc, on a réussi, je pense, à le faire très, très bien au Québec. Présentement, on est vraiment concentré à le faire dans le reste du Canada. Donc, je viens de faire l'acquisition d'un centre de distribution en Alberta. OK. Ça s'est fait il y a 2 semaines. Donc, il devrait être en fonction au mois de février. Fait que ça, c'est très excitant. Donc, on va être capable d'offrir le même service, la même efficacité qu'on a ici au Québec, mais dans l'Ouest canadien. Fait que notre croissance passe beaucoup par ça, par essayer d'offrir la même qualité de service à tous les gourmands passionnés du Canada. C'est vraiment là-dessus qu'on mise.
J'ai la marque Favouti, évidemment, qui est une priorité avec laquelle on a beaucoup de plaisir, mais je travaille plein d'autres marques qui sont exceptionnelles. Je veux dire, on travaille Joe Beef, Au Pied de Cochon, Mandy's et bien d'autres. Fait qu'on a beaucoup de marques locales aussi, d'artisans locaux. Et ça, c'est très excitant aussi à développer. Je pourrais pas m'arrêter juste aux produits italiens parce que, tu sais, je me souviens, là, dès les premières fois que je suis allé voir mon oncle en Italie, ce gars-là, il est tellement passionné qu'il n'a pas dit « Écoute, notre huile d'olive, c'est la meilleure. » Tu sais, il m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres producteurs exceptionnels partout dans le monde et qu'il fallait être attentionné à ça, il fallait aller trouver ces personnes-là. Et je me suis donc intéressé à l'artisan, peu importe son origine. Tu sais, je ne me suis pas arrêté à l'artisan d'Italie. C'est ça que je fais avec la marque Favouti, mais j'ai le goût de le faire avec d'autres marques aussi, puis d'autres régions. Et là, quand tu parles de ces gros noms-là, de Joe Beef et tout, comment ça a fonctionné? Comment tu t'es arrivé à ce portefeuille-là? Écoute, souvent, c'est par réputation. C'est que les gens... Quand on me demande c'est quoi qui te rend le plus fier, ben, je te dirais que c'est quand des clients ou des consommateurs me parlent d'à quel point nos employés sont extraordinaires. OK. Puis nos représentants qui sont sur la route, c'est pas rare que j'entends souvent des très, très belles choses à leur sujet. Et je suis très reconnaissant de les avoir. Et je pense qu'à cause de leur réputation dans le marché, ben, ça interpelle des marques qui veulent être représentées de cette façon-là. Et souvent, ben, ces gens-là viennent à moi. Sincèrement, c'est pas nous qui les sollicitons. Plus souvent qu'autrement, c'est les gens qui viennent vers nous. Qui viennent vers toi. Et ben, l'équipe comme telle, comme tu dis, et ben, c'est 20 ans de travail aussi, on s'entend. Là, je veux dire, il y a quand même... On comprend l'historique puis l'effort qu'il y a derrière ça. Mais j'imagine que tu t'amuses avec ça. Mais c'est quoi le nombre de... Là, c'est le mot qui me vient en tête, de SKU, là, mais tu sais, c'est le portefeuille de tout ce que vous avez. Peux-tu nous donner une idée? Ça représente quoi? On a à peu près 700 produits différents. On a à peu près une 50aine de marques. OK. J'aspire à réduire ce nombre tout en continuant la croissance de notre entreprise. Oui. Si j'avais à résumer notre stratégie d'affaires, là, ça serait dire non, là. C'est probablement ce qu'on fait le plus souvent. Okay. Puis comme entrepreneur, c'est super important de dire non, OK? Parce que quand tu as construit un réseau de distribution avec 1500 magasins à travers le Canada, c'est facile de faire croître ton chiffre d'affaires en ajoutant continuellement des nouvelles marques, des nouveaux produits. Tu fais juste les rajouter dans ton entrepôt, ton représentant va déjà dans le magasin, ton camion va déjà là. Fait que c'est facile de rapidement se laisser emporter par des opportunités qui finalement vont devenir des distractions. Fait qu'on passe beaucoup de notre temps à dire non à des gens qui nous approchent pour pouvoir mieux servir les marques qu'on a déjà. Oui. Fait que et ça reste avec l'objectif de grande qualité aussi. Exactement. C'est de toujours rester dans cette niche-là. Puis sinon, tu vas devenir une commodité pour tout le monde, puis tu vas diluer ta marque. Tout à fait. Puis les marques qu'on travaille déjà, les marques que je t'ai nommées, on améliore continuellement les produits. Oui. Puis même chose pour les produits Favouti. Des fois, on sent qu'on peut faire mieux. Fait que j'aime mieux faire croître une marque qu'on a déjà, améliorer la qualité, plutôt que commencer à aller chercher des nouvelles marques, développer des nouvelles relations, setter des nouveaux objectifs. Ça devient de très grosses distractions pour l'équipe en ayant trop de produits puis trop de marques. On ne devient plus aussi bon parce qu'on a trop de priorités à gérer. Oui. Fait que dire non, réduire le nombre de SKU qu'on a, ça, c'est une priorité pour mieux travailler chacune des marques et chacun des produits qu'on a. Chacun des marques. Puis comment tu as bâti ton équipe? Parce que tu nous disais, il y a comme, tu sais, quand tu as fait ta semaine intensive Gazelle, là, il y avait ton nom partout. Oui. Alors là, tu nous as parlé que tu avais un DG, mais aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'équipe? Comment c'est parce que c'est un processus aussi de délaisser, faire confiance. Bien, il faut d'abord que tu changes ta perspective comme entrepreneur puis comment tu vois ton entreprise, comment tu te positionnes comme leader. Et comme leader, je me suis dit que ma responsabilité la plus importante, en fait, c'était de devenir un peu l'architecte d'une machine qui est mon entreprise. C'est une machine qui est organique, mais ma responsabilité, c'est de trouver les meilleurs éléments. Okay, pour répondre à la mission. C'était vraiment ça. Fait qu'en partant de cet esprit-là, ben, tu te concentres vraiment à aller chercher les meilleurs éléments qu'il n'y a pas dans chacun des secteurs d'activité. Je pense que c'est toi qui as dit, tu sais, souvent, l'erreur que les entrepreneurs font, c'est que je ne peux pas me permettre de...
Oui. T'sais. Fait que je vais le faire moi-même. Ben, à un moment donné, il faut que tu changes ce thinking-là. Puis quand tu commences à oser puis aller chercher une personne de talent, c'est là que tu te rends compte à quel point tu aurais dû le faire avant. Oui. Fait que ma perspective aussi, c'est qu'à chaque fois que le téléphone sonne dans mon bureau ou à chaque fois que je me retrouve à faire quelque chose ou prendre une décision, je me demande comment ça se fait. Tu sais, pourquoi c'est moi qui dois prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui manque dans mes processus? Qu'est-ce qui manque dans mon équipe pour faire en sorte que l'entreprise est capable d'elle-même prendre la décision? Fait qu'avec ce thinking-là, ben c'est sûr que l'essentiel de mon temps est toujours à trouver qui est-ce que je peux engager puis comment est-ce que je peux structurer mon entreprise pour qu'elle ne dépende pas de moi. Puis que toi, tu sois sur ton X aussi, puis que tu fasses Exactement. parce que tu demeures dans la zone architecte, tu sais, la vision globale de l'organisation, puis d'être capable de dire on dit non à ça, on dit oui à ça. Puis ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Ça a été quoi? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu sais, mettons, si tu aurais ce processus-là aujourd'hui, l'équipe Favousie, c'est combien de personnes? On est 35 employés. 35. Imagine tout ce que vous faites. Ça me fait capoter. Ouais. Ça me fait capoter. Dispersés à travers... J'en ai en Alberta, j'en ai en Colombie-Britannique, à Gatineau, à Québec. À Québec. Ouais. Mais tu sais, tu as un modèle d'affaires efficient, on s'entend. Tu as travaillé à l'optimisation des processus. C'est continu, ça n'arrête jamais. Là. Ça arrête jamais. C'est ça qui est excitant. Puis c'est ça qui me drive présentement, c'est que tu sais qu'il y a toujours place à amélioration. Oui. À chaque fois que tu es confronté à quelque chose qui ne marche pas, tu fais « OK, wow, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça dans le futur? » Fait que je fais beaucoup de parallèles avec le sport. J'ai l'impression que l'entrepreneurship, c'est comme c'est du sport, en quelque sorte. Je le vois comme un... Mais vous êtes des athlètes de haute performance. Moi, c'est toujours ça comme je le vois. Clairement. Tu te prépares pour aller aux Olympiques, là. Exactement. C'est toujours ça, là. Tu peux pas... Ça te prend de la rigueur, de la discipline. Mais justement, en parlant d'athlète, tu es quand même quelqu'un... t'as-tu toujours été un sportif toute ta vie? Non, ça a commencé... En fait, ça a dû comment... En fait, non. Là, j'ai tout le temps fait du sport par moi-même. J'étais pas dans des équipes sportives, mais j'ai tout le temps fait du sport par moi-même parce que je voulais prendre soin de moi. Puis je savais que pour performer, je travaillais tellement fort que je savais que pour réussir à travailler à ce rythme-là, il fallait que je fasse attention à mon corps, puis à ma machine. Fait que j'ai quand même été toujours sensible à l'exercice physique, à la nutrition, au sommeil, etc. Mais quand j'étais dans ma phase de quête entrepreneuriale, je me suis accroché à ça, à ce dépassement-là. Donc, parce que oui, je fais du sport, mais souvent, c'est de pousser la machine à travers la course à pied. L'intensité d'un entrepreneur. Exactement. Tu l'as remis dans ta quête. Exactement. Fait que monter des montagnes avec un groupe d'amis, ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que tu pars pendant des heures et des heures avec aucun réseau cellulaire. Puis, il n'y a personne qui peut venir te chercher. Fait que ça t'apprend à te débrouiller. Puis, mentalement aussi, ça te montre que quand ta business va mal ou quand tu fais face à des défis, la seule chose que tu peux faire, c'est mettre un pas devant l'autre. Ouais. Puis, le hiking, ça te rappelle ça. C'est quand tu peux te mettre à broyer, tu peux faire ce que tu veux, mais il va falloir que tu sortes d'ici. Tu n'as vraiment pas le choix. Là. Fait que c'est un pas devant l'autre. Fait que je fais beaucoup de parallèles avec ça. Puis la business, ça m'aide à me grounder, puis ça m'aide à me passer à travers des phases qui peuvent sembler difficiles. Oui. Ah, c'est bien. Puis côté conjointe, là, tu sais, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle t'a encouragé dans cette aventure-là? Tu sais, parce que, tu sais, c'est quelque chose, vivre avec un entrepreneur aussi, là, qui est intense. Là. Est-ce qu'elle est aussi intense que toi? Ma blonde est aussi intense que moi. C'est une grande source d'inspiration aussi pour moi. Ça fait 20 ans, on s'est rencontrés à l'université ensemble. OK. Elle est dans la haute direction d'une entreprise, donc elle gère des dossiers et des projets tout aussi intenses que les miens. Fait que c'est très, très stimulant de pouvoir se retrouver, puis l'un l'autre de s'encourager. Fait qu'on est vraiment des partners où ce que l'un pour l'autre, on est là pour se motiver et s'aider à grandir. C'est vraiment ça. Autant au niveau de la business que de notre vie personnelle, on est vraiment là l'un pour l'autre. Puis non, je sais pas si je me serais rendu là. Probablement que j'aurais eu du succès quand même en affaires, mais j'aurais certainement pas été une aussi bonne personne sans ma conjointe.
Ah oui, hein? Ça, Ouais. c'est le fun, hein? Puis c'est Ouais. le fun d'avoir quelqu'un qui nous comprend aussi dans toutes ces montagnes Ouais. russes-là d'émotions, puis d'avoir... Pauvre elle a dû en vivre, c'est ça, ben oui. a dû en vivre des choses. Dans des choses. Fait que non, Oui, ça c'est super important. Ma famille aussi, tu sais, sans eux, mon père puis ma mère sont encore impliqués dans l'entreprise. Mon père vient tous les jours au travail. Puis c'est quelque chose de travailler avec ta famille, tu sais. Oui. Mon meilleur ami est là aussi. Fait que l'importance du noyau est extrêmement importante. Oui. Puis ça, je pense que c'est ce qui a fait la force. Puis justement, je pense qu'à travers toute l'évolution du modèle d'affaires, c'est de toujours revenir à la base, de dire, ben garde, on se ground, puis tu sais, c'est quand juste avant, on parlait que, tu sais, tu as ton chalet le week-end, tu t'en vas là, c'est un autre élément où tu peux faire ton sport puis décompresser. Exact. Avec 2 grands garçons, c'est ça, 2 grands garçons? 14 ans et 10 ans. 14 ans et 10 ans, c'est le fun. Et fait que là, dans le fond, là, tu as une histoire incroyable. Comment tu vois le futur? Tu sais, est-ce que tu t'es défini, sans parler d'objectifs, de chiffres? Oui. Mais tu sais, comment? Parce que là, tu as fait un 20 ans, mais je dis, où tu te vois, Michel, dans 20 ans? Ouf. Je me suis pas arrêté à me poser la question d'où est-ce que je me vois à 20 ans de façon définie. Je suis toujours dans... J'essaie d'y aller au jour le jour. Un pas avant l'autre, comme après l'autre, comme la marche. Exactement. Tu es dans ce mindset-là. Parce que finalement, il n'y a jamais de fil d'arrivée. Oui. C'est un processus continu. Oui. J'espère, dans 20 ans, me retourner de bord puis regarder le Michel de 2021 puis faire « OK, wow, t'en as fait du chemin. Oui. T'es une meilleure personne, t'es plus sensible, t'as plus de compassion, t'es plus généreux. T'es fier de tes enfants puis de l'attention que tu leur as donnée. Oui. C'est ça que je vois dans 20 ans. Je veux une entreprise qui a du succès, qui réussit, mais je veux aussi, surtout, une équipe qui a du plaisir à venir travailler chez Favouti et qui grandit. Oui. Fait que si dans 20 ans, je rencontre des employés qui ont déjà travaillé chez Favouti puis qui me disent « Écoute, ça a été un parcours exceptionnel de travailler dans ton organisation. J'ai beaucoup grandi. Ça m'a ouvert des portes à d'autres niveaux. » Ben, je pense que je vais être content. Ah, tellement. Ouais. Ah, c'est inspirant. Y a-tu quelque chose que tu aurais aimé qu'on parle ou une question que je te pose que je t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser? Y a-tu quelque chose qui te vient en tête? Écoute, c'est une première expérience pour moi. Hein. Je te l'ai dit que... Oui, je trouve que tu fais ça comme un champion, là. Il n'y a pas vraiment il y a pas aucun défi là-dessus. On va laisser les téléspectateurs juger de ça. Oui, tout à fait. Mais, fait que non, je suis pas venu avec des appréhensions ou des questions en particulier. C'était la première fois que je faisais ça. Oui. Souvent, comme tu le sais, on m'appelle pour parler d'huile d'olive. Oui. Parce que je suis sommelier en huile d'olive, puis parler de produits fins. Fait que non, j'espère que s'il y a des éléments dans mon parcours qui peuvent inspirer d'autres entrepreneurs, tant mieux. Oui. Mais non, je ne m'attendais pas à d'autres questions en particulier. Non. Puis s'il y a une chose que tu aurais aimé faire différemment, ça serait quoi dans ton parcours? Mettons que tu fais le bilan là, de ces 20 années-là. Là. M'entourer de personnes compétentes et spécialisées beaucoup plus vite. Plus vite, hein? Ouais. Ouais. J'ai pris trop de temps. Je me suis vu longtemps trop petit pour faire le move puis aller engager des gens. Fait que si j'avais à leur faire, je reculerais de minimum 5 ans où les gens que j'ai engagés, je les aurais engagés 5 ans plus tôt. Oui. On pense souvent que ça va être une dépense, qu'on ne sera pas capable de supporter le salaire de cette personne-là, Oui. ou que ça va être une charge financière trop importante. Mais au contraire, quand tu t'entoures de gens compétents qui sont meilleurs que toi dans leur sphère d'activité, tu avances tellement plus vite. Oui. Si j'avais quelque chose à refaire, ce serait ça. Ça. Ouais. Très sage comme décision. Écoute, merci d'avoir partagé avec nous. Moi, écoute, j'avais des frissons, puis je me rappelle, puis là, les premiers mots que j'ai dit tout le long du podcast, c'est « wow, wow, wow ». Okay. Alors, merci de nous avoir inspirés. Ça fait déjà 1 heure? Okay. Oui, ça fait déjà 1 heure. Ça passe vite comme ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ça parler avec toi. Oui, comme toujours, à toutes les fois qu'on se parle. Merci, Michel. Merci à toi. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils
outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.